Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette conférence en ligne organisée par VK en partenariat avec SMAC l'Assurance, assurance engagée et solidaire qui accompagne les collectivités et les territoires depuis plus de 50 ans. 143 milliards d'euros. C'est le coût lié aux catastrophes naturelles et aux aléas climatiques qui pourrait être atteint en l'horizon 2050 selon France Assureur. Par ailleurs, SMAC l'Assurance, dans son rapport Les collectivités et les élus face au risque en 2021, signalait que le risque climatique est désormais le deuxième risque le plus exposant pour les collectivités locales, après celui de la sécurité et juste avant celui de la santé. La question est donc désormais posée de l'assurabilité des collectivités locales et des territoires. Et ce, dans un contexte de restrictions budgétaires, alors même que de plus en plus de services sont demandés aux collectivités et qu'elles doivent délivrer davantage de services publics auprès des populations. Également, alors même qu'après la loi climat et résilience du 22 août 2021, les responsabilités des collectivités locales, des acteurs publics locaux se sont accrues dans le domaine de la transition écolique et du risque climatique. Alors, nous vous proposons, avec mes trois invités aujourd'hui, d'échanger sur cet enjeu lié à l'assurabilité des territoires, au risque de non-assurabilité des territoires dans les années à venir, en faisant le point justement sur cet enjeu-là. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les acteurs publics locaux? Quelles sont les remontées, le diagnostic qui est fait par le terrain? Et puis, nous verrons les solutions qui existent aujourd'hui, à la fois pour identifier les risques et puis peut-être en diminuer les impacts. Dans tous les cas, nous verrons que ça n'est pas suffisant et nous nous projetterons dans un avenir immédiat pour voir quelles sont les évolutions possibles pour résoudre cette question qui pose aussi celle de la délivrance du service public auprès des populations. Pour mieux nous projeter, on discutera donc de culture du risque, mais également d'évolution des postures, à la fois des assureurs et des collectivités, et on évoquera la notion de partenariat entre ces deux acteurs. Alors, pour en discuter, pour en parler, trois intervenants aujourd'hui. Je suis heureuse d'accueillir Fanny Claire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate associée senior au sein du département droit public et énergie et environnement du cabinet Rivière et Avocats. Vous accompagnez les acteurs publics et y compris locaux dans l'élaboration de leurs documents de planification et le montage juridique de leurs projets d'aménagement complexes. Vous nous expliquerez, on va voir très concrètement comment ça fonctionne et comment c'est aidant dans cette approche du risque. Mathieu Lériteau, bonjour. Vous êtes TGS à la communauté d'agglomération de Blois, Aglopolis, mais vous intervenez aujourd'hui essentiellement au nom du SNDGCT en tant que conseiller de sa présidente. Frédéric Boineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes inspecteur dommages aux biens chez SMAC Assurance. C'est cela. Alors, comme d'habitude, cette conférence en ligne, c'est aussi l'occasion pour vous de poser vos questions. Vous pouvez le faire à travers la fenêtre questions de l'interface Livestorm sur la droite de votre écran. Bien évidemment, nos trois intervenants feront leur possible pour y répondre. Et puis également, comme toujours, cette conférence en ligne est enregistrée. L'enregistrement sera mis en ligne dans quelques heures et le lien vous sera également envoyé par mail. Je vous propose de commencer sans plus attendre et nous souhaitions, avec les intervenants, vous proposer une première question sondage. Votre assureur, nous voulions savoir si votre assureur vous proposait régulièrement des actions de prévention, puisque nous verrons que l'évolution des postures et des interactions de coopération pour la prévention sont des éléments de réponse à cet enjeu de l'assurabilité. Alors, en attendant la réponse à ce premier sondage, je vous propose de commencer par notre première séquence sur le diagnostic, les impacts du risque climatique dans les collectivités locales. Qu'en est-il concrètement pour vous sur le terrain? Concrètement, de quoi on parle et quelles sont les préoccupations des acteurs publics, à savoir vous? Mathieu Lériteau, je me retourne vers vous. Vous avez interrogé vos membres au SNDGCT à travers une enquête. Quel est le diagnostic de la population, de la situation sur le terrain? Quelles sont les manifestations concrètes, les préoccupations?
Alors effectivement, le SNDGCT a lancé effectivement une enquête et sachant que les réponses ont été données au cœur de l'été et que ça bouge très vite. En fait, la première préoccupation, c'était l'augmentation des cotisations et des primes d'assurance qui a été le premier motif et donc effectivement la première inquiétude des collègues, et puisqu'effectivement la plupart des répondants nous indiquaient que les primes avaient augmenté de plus de 30% en l'espace de moins de 5 ans. Donc effectivement, c'était une préoccupation budgétaire au premier chef. Et puis, au fur et à mesure, effectivement, que les réponses arrivaient, on s'est aperçu que des collectivités qui avaient lancé de nouveaux contrats constataient non pas une augmentation de cotisation, mais se retrouvaient face à une non-réponse d'assureurs et donc finalement à l'absence de contrat potentiellement. Et donc la crainte était effectivement le fait de ne plus être assuré. Et ça, c'était une nouveauté pour les collègues. Et ce qu'on a constaté aussi en affinant les questions, c'était que le problème majeur, c'était que les collègues continuaient à penser l'assurance, j'allais dire à l'ancienne, et donc se voyaient juste effectivement, je m'assure et je reçois une indemnisation en cas de sinistre, point final. Et donc on essaie, et c'est le rôle du SNDGCT en ce moment, de travailler effectivement avec les collègues pour les accompagner vers une autre façon de travailler. On y reviendra au cours de cette heure sur deux sujets. Un, qui est effectivement les nouveaux risques, puisqu'aujourd'hui on a les risques statutaires, le risque automobile, etc. sont des classiques, et comment on les repense, et surtout comment on s'assure sur des nouveaux risques, soit effectivement des nouveaux risques type cyber, on n'en parlera pas forcément aujourd'hui, mais et sur l'enjeu climatique, c'est comment on s'assure différemment pour faire face à l'augmentation et du risque et des dégâts provoqués par effectivement les problèmes climatiques. Et je reprendrai juste, pour finir cette première intervention, sur le terme que vous avez employé au tout début, qui est résilience. Ouais. Et aujourd'hui, on n'a pas de culture, enfin pas suffisamment en tout cas, de culture de la résilience de nos collectivités. Et donc, il faut repenser totalement nos contrats à partir de cette culture-là. Qu'est-ce qu'on assure? Qu'est-ce qu'on n'assure plus? Et on y reviendra tout à l'heure. Mais, oui, mais c'est effectivement le questionnement. Il faut changer de posture. Changer de posture. Alors justement, sur cette posture et l'approche par la prévention, le résultat du premier sondage est le suivant. 25% seulement des collectivités se voient proposer des échanges et des actions en matière de prévention. Je crois que ça ne vous surprend pas tous les trois. Nous en avions parlé lors de la préparation de cette visioconférence et ça indique également effectivement d'où nous partons et le chemin à parcourir sur cette question de l'assurabilité des territoires et des collectivités aujourd'hui. Fanny Claire, justement, quelles sont les obligations actuelles pour les acteurs publics locaux? Vous évoquiez notamment la posture de grande prudence adoptée par certains élus aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, je n'aurais pas la prétention d'être exhaustive dans l'explication des règles juridiques et des obligations qui s'appliquent aux collectivités et à l'État aujourd'hui. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la législation qui intéresse les risques, elle est ancienne. La première obligation, elle date de 1987 et elle imposait à l'État de réaliser ce qu'on appelle les plans de prévention des risques naturels prévisibles. En 95, on a eu toutes les procédures d'expropriation en cas de risque naturel qui menace gravement les vies humaines. En 96, on a la police municipale avec l'obligation de prévenir les accidents naturels qui est régie par l'article L2212-2 du CGCT. Et en 2005, on a également le principe de précaution qui vient intégrer le bloc de constitutionnalité avec, on rappelle, l'obligation de mise en œuvre des procédures d'évaluation des risques et l'adoption des mesures qui sont provisoires ou proportionnées pour prévenir la réalisation des dommages. Donc, on comprend qu'en réalité, cette politique de prévention des risques, elle date. Elle a plusieurs, elle a trouvé sa base il y a 40 ans à peu près, mais c'est une législation qui est un petit peu complexe parce qu'en réalité, on la retrouve dans différentes réglementations et donc dans différents codes, à savoir le code de l'environnement, le code de l'urbanisme, le code général des collectivités territoriales, notamment. Et pour un même risque, on peut avoir différentes traductions au sein de différents documents.
locaux établis par des collectivités ou par le préfet ou par l'État. Donc, il y a une espèce d'imbrication des compétences entre l'État, les collectivités et parfois, pour les élus, une difficulté à connaître leurs obligations ou les limites de leurs interventions et de leurs responsabilités. Et cette complexité, en réalité, elle ressort depuis quelques années du fait, c'est ce que expliquait Monsieur Lériteau, hein, de l'augmentation des aléas, du nombre d'aléas, mais surtout de leur gravité. Donc, on a parlé des méga-feux il y a 2 ans. Là, il y a encore eu une tempête il y a quelques mois, avec en effet des dommages qui sont considérables. Et se pose la question d'une intégration suffisante, on va dire, ou de la politique des risques dans la planification des territoires. On y reviendra certainement tout à l'heure, avec le Code de l'urbanisme qui propose des outils. Alors, sont-ils suffisants aujourd'hui? Ça on le verra. Et en effet, après, il y a une autre question, c'est l'existence de nouveaux risques. Et je pense notamment au développement des énergies renouvelables, au photovoltaïque, qui va se généraliser dans les années à venir et que les collectivités ont aujourd'hui du mal à appréhender que ces installations soient réalisées en toiture de bâtiments ou alors dans des espaces forestiers ou naturels. Voilà un petit peu le constat aujourd'hui des risques et des difficultés auxquelles se confrontent les collectivités, mais aussi les services de l'État. Merci. Frédéric Boineau, côté assureur, j'imagine qu'on va parler coûts financiers de ces risques et les enjeux peut-être nouveaux que ça soulève pour vous? Oui, tout à fait. Alors, avant de débuter mon propos, je vais vous donner quelques chiffres, notamment les tempêtes Ciarán et Domingos qui sont passées dernièrement, dont vous faisiez référence, Mme Claire. C'est aujourd'hui 517 000 déclarations de sinistres pour un coût de 1,3 milliard d'euros pour les assureurs. Voilà, juste sur cet événement, l'événement climatique. Alors, on n'est pas sur des catastrophes naturelles, on est sur un événement climatique. Les inondations dans le Nord-Pas-de-Calais, aujourd'hui, selon la CCR, on serait sur des dommages de l'ordre de 550 millions d'euros. Donc, vous voyez que les chiffres que j'emploie sont chaque fois des chiffres faramineux et qui forcément ont un coût pour les assureurs individuellement. Et le manque peut-être de prévention, de protection, d'anticipation de ces genres de risques font aujourd'hui énormément de mal. Voilà. Alors, nous aujourd'hui, SMAC Assurance, nous sommes assureurs des collectivités locales, forcément, et nous sommes devant, en effet, ce genre d'événements qui se multiplient. Et aujourd'hui, l'impact est énorme. Comme disait Monsieur Lériteau juste avant, on ne trouve pas forcément assureurs qui souhaitent répondre à un appel d'offres. On a parfois des tarifs qui sont fortement majorés ou on a des franchises qui sont aujourd'hui appliquées de manière plus importante. C'est aujourd'hui peut-être le manque d'accompagnement, de prévention, voilà, qui fait qu'on arrive à ce principe. Aujourd'hui, voilà, on va l'aborder après, mais c'est vrai que SMAC l'assurance va redimensionner son réseau de prévention, va mettre en place des choses dont on va parler après pour permettre peut-être d'inverser cette tendance et de trouver des solutions. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la solution, c'est assureur méchant, donc franchise, tarif, mais on aimerait s'inscrire aujourd'hui plus dans la prévention pour pouvoir diminuer sensiblement ces coûts. Voilà. Travailler ensemble cette culture du risque par la prévention. Je ne sais pas si vous inspire là vraiment en 30 secondes les résultats du sondage. 25% seulement
précisent que leur assureur leur a proposé régulièrement des actions de prévention. Donc effectivement, il y a une évolution partagée et merci de… On a un point de travail là-dessus. Voilà, de nous le rappeler. Parfait. Je vous remercie pour ce premier état des lieux. On va passer à la deuxième séquence parce qu'on va parler solutions. J'imagine que c'est aussi ce qui vous intéresse. Donc, on va voir les solutions actuelles par rapport aux outils qui existent. Et pour ce faire, on vous propose une deuxième et dernière question sondage. Connaissez-vous la situation des biens de votre collectivité par rapport aux risques identifiés sur votre territoire? Je vous laisse répondre à cette question. Et pour démarrer, je vais vous redonner la parole, Frédéric Boineau, parce que justement, en attendant, le résultat du sondage va intervenir au cours de votre intervention. Comment on protège les bâtiments en fonction des risques identifiés, hein? Vous évoquiez notamment les contrats de délégation, les conventions de délégation. Quelles sont les précautions à prendre? 57% connaissent. Ça va encore évoluer, mais là, tout de suite, le résultat est de 57%. C'est bien, non? Oui, tout à fait. Comment protéger les bâtiments? Question complexe. Alors aujourd'hui, dans les marchés publics, enfin voilà, tout ce que vous… moi, je me perçois par expérience sur le terrain. Hein, quand je vais sur un dossier sinistre, le dernier en date, c'est un événement grêle, donc c'était juin 2022. Où, par exemple, nous avions une DSP, une délégation de service public, sur un bâtiment qui était faite. Nous, assureurs de la collectivité, n'étions pas informés de cette délégation de service public, où elle était mal écrite, ce qui fait que nous sommes intervenus en doublon avec l'assureur du délégataire. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a un travail à faire sur la clarification de ces délégations de service public. Et surtout, je dirais qu'il faut que nous, assureurs, on soit informés en temps réel par la collectivité ou au moment de l'émission d'appel d'offres. Après, je ne sais pas, je connais pas de solution miracle, mais que l'on soit informé de ce genre de délégation, ça évite de faire des doublons en termes de contrats. Ça, c'est aussi bien pour la collectivité que pour nous, parce que ça évite une sinistralité à imputer à une collectivité, et quand on fait un appel d'offres, moins on a un sinistre, mieux c'est. Monsieur Hériteau, je pense que vous êtes d'accord sur le principe. Voilà, donc ça c'est la question, je dirais, purement juridique, les délégations, les conventions. Oui. Il faut vraiment qu'elles soient travaillées de manière claire, précise, et je pense que l'aide d'un avocat, alors du coup, nous avons un avocat parmi nous qui pourra peut-être répondre plus en détail. Après, sur la protection des bâtiments eux-mêmes, vous avez aujourd'hui, en fonction des zones françaises, des risques identifiés. Vous prenez la pointe bretonne, parce que j'y étais dernièrement, donc je le sais. Les bâtiments sont construits pour résister à une certaine force de vent. Donc il faut aujourd'hui, en fonction des particularités des régions, en fonction du risque d'inondation, donc peut-être le Nord-Pas-de-Calais, repenser différemment une construction pour pouvoir limiter, je dirais, l'impact de ces catastrophes naturelles dans le temps. Et nous, aujourd'hui, on accompagne des collectivités un peu en termes de prévention. On se met sur ce chemin pour aider justement à ça. Voilà. Merci. Alors justement, Fanny Claire, vous êtes avocate et je me retourne vers vous. Dans les solutions actuelles, vous le disiez, la gestion du risque, elle est intégrée au document de planification. Donc, à quoi doit-on faire attention aujourd'hui pour limiter les impacts, j'allais dire, des risques climatiques aujourd'hui pour les collectivités? Alors, en effet, la collectivité, lorsqu'elle aborde, je parlerai du PLU-I ou du PLU, plan local de l'urbanisme, qui est le document commun, le plus appliqué aujourd'hui en France. La collectivité, elle a comme obligation d'assurer ou comme objectif d'assurer la sécurité et la salubrité publique
et de prévenir les risques naturels prévisibles. Je m'arrête aux risques naturels prévisibles puisque c'est la thématique de cette visioconférence. Ça, c'est l'article L101-2 du Code de l'urbanisme qui le dit et qui le rappelle. Alors, tout dépend des territoires. Il y a des territoires où les documents étatiques, donc les plans de prévention des risques naturels prévisibles, sont nombreux, complets et traitent de façon exhaustive des risques et des aléas qui existent sur le territoire de la fameuse commune ou intercommunalité. Dans ce cas-là, ça facilite le travail de la collectivité qui intégrera de façon obligatoire ces documents en annexe du document d'urbanisme et qui traduira également les interdictions et prescriptions de ce document dans son règlement. Mais on se rend compte que très fréquemment, en réalité, ces documents, ils ne sont pas exhaustifs et qu'en réalité, il revient à la collectivité d'identifier les risques qui existent sur son territoire. Pour ça, elle va s'aider du porté à connaissance qui est communiqué par donc l'État en tout début de procédure, quand ça se passe bien. Sinon, elle pourra aller sur le site notamment du BRGM qui recense de nombreux risques, notamment tout ce qui est ruissellement des eaux, remontée de nappe, etc. Et puis, il y a bien évidemment la possibilité de mener des études spécifiques sur certaines parties du territoire pour affiner la connaissance du risque et adapter les zones de constructibilité et ou les règles de constructibilité qui seront édictées dans ce fameux document d'urbanisme. Donc, en effet, le Code de l'urbanisme prévoit dans ses articles réglementaires la faculté pour la collectivité, par exemple, de classer en zone naturelle ou forestière certains secteurs en raison de la nécessité de prévenir les risques naturels, notamment l'expansion des crues. Il y a également la possibilité de soumettre à des conditions particulières les constructions, voire même de les interdire sur certains secteurs de zone U, AU, donc urbaine, à urbaniser, agricole et naturelle, également dans le même objectif de prévention des risques. Donc, il y a bien des outils qui sont mis à la disposition des collectivités et je m'attarderai également sur la possibilité, en effet, de prévoir des distances de recul, par exemple par rapport aux rivières, aux ruisseaux, pour limiter justement le risque inondation, ou alors de prévoir des coefficients d'occupation des sols avec des espaces pleine terre, des espaces libres, etc. Alors, il y a quand même un point de vigilance, c'est qu'il ne faut pas être dans l'interdiction ou la réglementation si la connaissance du risque n'est pas avérée. Voilà, il faut toujours garder à l'esprit qu'il y a un principe de proportionnalité entre la règle qu'on va appliquer et donc les limites au droit de construire qu'on va édicter dans notre document d'urbanisme et l'aléa qu'on a identifié sur ces secteurs. Il y a aussi un rôle de sensibilisation à travers les documents d'urbanisme, puisqu'un règlement peut parfaitement rappeler certaines obligations. Je pense notamment aux obligations de débroussaillement pour les zones qui sont dans les franges entre l'espace urbain et l'espace forestier. Et ça, c'est une obligation qui est reprise du Code forestier. Voilà, il y a aussi cette vocation de sensibilisation, d'information de la population, des aléas auxquels il s'expose en implantant sa construction dans tel et tel secteur et de certaines règles, on va dire, qui s'appliquent en vertu d'autres codes et d'autres réglementations. Donc ça, c'est tout le côté planification. Il y a aussi une possibilité, lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme, de prévoir des prescriptions particulières, voire même de refuser un permis sur le fondement de l'article R111-2 du Code de l'urbanisme, dès lors que la construction est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, ici aussi, compte tenu du risque naturel prévisible qui existe. Alors ça, c'est un outil aussi à utiliser alors, qui ne peut pas être utilisé de façon systématique et automatique, puisqu'il nécessite derrière d'avoir la preuve
qu'un risque est avéré et connu et n'a pas forcément été traduit dans les documents de planification qui sont opposables, puisqu'on sait qu'entre la prescription d'une procédure d'élaboration d'un PLU et son approbation, souvent il se passe un temps de 3 ou 4 ans minimum. Voilà. Pour les outils, en tout cas, du code de l'urbanisme, aujourd'hui, que je peux apporter. Alors après, bien évidemment qu'il y a d'autres subtilités. On parlait de repenser les constructions. Il peut tout à fait y avoir ce qu'on appelle une OAP thématique à l'intérieur d'un document. C'est une OAP, pardon? Une orientation d'aménagement et de programmation. Voilà, pour justement encore sensibiliser au risque. Ça ne s'applique pas dans un rapport de conformité, mais de simple compatibilité aux autorisations d'urbanisme. Mais quelque part, ça sensibilise la population, les architectes, les constructeurs et aussi le service instructeur qui va pouvoir conseiller au vu de cette OAP thématique, orientation d'aménagement et de programmation, sur justement l'implantation des constructions à privilégier. On parlait de certaines normes peut-être de constructibilité. Alors là, à voir comment on l'intègre. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à imaginer et les documents de planification, à mon sens, ont leur place et ont une place privilégiée dans la politique de prévention des risques menée par les collectivités. Et je me retourne vers vous, Mathilde Morito, pour terminer cette séquence sur les solutions, les outils aujourd'hui. Votre analyse au SNDGCT, c'est de dire qu'aujourd'hui, les collectivités doivent développer leurs compétences sur les polices d'assurance et en faire un enjeu stratégique. Est-ce que je traduis bien vos propos ? Vous traduisez très bien mes propos, mais je vais commencer juste par revenir sur ce que vient de dire Fanny Claire, qui est très important, puisque là, depuis le début, on a beaucoup parlé et je vais revenir juste après, sur comment on rédige nos contrats et comment on s'approprie l'outil sur nos contrats d'assurance, on va dire sur nos biens. Mais il y a quand même tout le volet risque juridique et qui peut être mis en cause, effectivement, ou un élu, et un maire en particulier, en tout cas le signataire du permis de construire, pourrait être mis en cause. Et donc toute cette culture du risque que vient de nous expliquer et nous exposer Fanny Claire est très importante parce que il faut pas penser que risque des bâtiments de la collectivité, mais risque juridique en cas effectivement de sinistre grave, s'il y a eu des manquements ou pas de la part effectivement des élus. Donc je reviens sur effectivement ma casquette SNDGCT et donc effectivement oui, donc nous on essaie, en tout cas on est en train de rédiger un outil un peu pratique pour nos collègues en les forçant, entre guillemets, à se poser quelques questions préalables. Donc d'abord, effectivement, et ça Frédéric Boineau l'a dit tout à l'heure, la connaissance du patrimoine. C'est que pour bien s'assurer, il faut bien connaître son patrimoine et bien connaître le patrimoine qu'on a effectivement en gestion directe, en régie, ou qu'on délègue, ou dans l'autre sens, qu'on a récupéré d'un tiers, qui peut être effectivement une transmission du département ou en tout cas dans la relation commune interco par exemple. Et donc effectivement, bien savoir qui est l'assureur du bâtiment pour éviter les doublons. Ça coûte trop cher, c'est évident. Mais d'un côté, pas non plus laisser de trous dans le patrimoine. Je me permets juste là de donner les résultats du sondage qui sont stabilisés sur cet enjeu-là. Justement, connaissez-vous la situation des biens de votre collectivité par rapport aux risques identifiés sur votre territoire? Les résultats définitifs, oui, 54%, non, 46%. Donc effectivement, il y a peut-être effectivement, alors c'est bien, on progresse par rapport à tout à l'heure, mais à la première question, mais là effectivement, on montre bien que on a encore sans doute cette insuffisance. Alors, et donc cette insuffisance, donc déjà la connaissance du patrimoine elle-même, et pour compléter sur la question qui a été posée, c'est quel patrimoine est exposé à quel risque. Et donc, et la première étape effectivement du lancement d'un marché d'assurance, c'est effectivement un questionnaire au service pour être très pratique, pour dire effectivement bien identifier le patrimoine et bien identifier effectivement quels sont les risques, puisque derrière, en fonction du risque, on va déterminer deux choses. Un, est-ce qu'effectivement on l'assure ou on l'assure pas? Et deuxièmement, à quel niveau on l'assure. Alors, dans le choix auto-assurance ou assurance par un assureur, l'élément de réponse qui peut faire la ligne de partage, c'est effectivement est-ce que le patrimoine est essentiel pour la collectivité, très coûteux pour elle, et donc on pourrait l'assurer, ou est-ce que c'est effectivement un équipement utile
mais qui n'a pas forcément d'enjeu. Je prendrai un exemple tout simple pour revenir sur mon territoire de Bord-de-Loire. On a une usine des eaux en Bord-de-Loire pour effectivement produire de l'eau potable. Si effectivement on a un dommage majeur sur ce site, il est évident que lui, il faut qu'on l'assure parce qu'il y a un risque très très élevé, un enjeu très fort. Par contre, on a un peu plus loin un hangar, des espaces verts où on stocke effectivement les machines. Avant la crue, on enlèvera les machines et donc si le hangar a pris l'eau, s'il n'est pas assuré, est-ce que c'est grave? Donc voilà, donc première chose. Ensuite, une fois qu'on a fait ce premier tri, la question de la franchise. Il est inutile de vouloir assurer, je veux dire, comme avant, où effectivement on assurait quasiment dès le premier euro de dégâts sur un bâtiment. Et donc là, effectivement, il faut qu'on repense aussi les enjeux et qu'on se dise, effectivement, il faut des franchises plus élevées. Alors c'est douloureux pour la collectivité parce que quand il y a un dommage, effectivement, il faut assumer le montant de la franchise. Mais si on veut effectivement monter entre guillemets le montant de l'indemnisation, il faut bien indiquer à l'assureur qu'on a bien compris l'enjeu et que on assure que les risques forts et pas effectivement les risques faibles ou lorsqu'il y a quasiment pas de risque. Et donc c'est pour ça que aujourd'hui, et alors là aussi, où est situé le bien, quel est son enjeu, un bris de glace ou une effraction dans une école, est-ce que c'est un enjeu majeur alors que si l'école brûle, là, ça devient un enjeu majeur. Voilà. Donc, c'est comment, effectivement, on ajuste là aussi le risque et donc la franchise qu'on accepte de payer et que si la collectivité doit payer les réparations suite à une effraction et on a cassé une vitre ou cassé une porte, voilà, elle paie la porte, point final. Donc ça, c'est la première question, c'est effectivement le niveau de... Change de perspective. Voilà. Donc, deuxième question, je l'ai un peu dit tout à l'heure et j'y reviens pas, c'est effectivement comment on gère différemment les risques, encore une fois, les risques climatiques, les risques statutaires, les risques cyber, pour faire simple. Et par exemple, sur les risques statutaires, c'est pas le sujet du jour, mais c'est important, on a trop tendance à reconduire nos contrats d'assurance et assurer des choses qui ne sont plus des risques. Troisième message clé, c'est la question effectivement de la politique de prévention. On l'a vu au tout début. Alors, c'est vrai que c'est dommage que les assureurs n'en proposent pas tant que ça, mais c'est aussi dommage que les collectivités n'en demandent pas plus. Et donc cette politique de prévention, elle est alors là aussi différente selon les usages. Et je vais sortir du risque climatique, mais plutôt sur la partie effectivement assurance automobile par exemple. Faire passer effectivement, automobile ou en tout cas toute mobilité, puisque maintenant il n'y a pas que les automobiles, mais il y a aussi les cyclistes et l'accident de trajet d'un cycliste, ça peut être coûteux. Donc, comment effectivement on fait passer des messages de prévention sur nos réseaux intranet, dans notre communication interne, comment on fait la formation à l'éco-conduite, nous on l'a développé sur l'agglomération de Blois, c'est intéressant pour limiter les accidents et c'est intéressant pour consommer moins de carburant, donc on gagne surtout les tableaux, mais effectivement il faut aussi être proactif et ne pas forcément tout attendre de son assureur. Je reviens sur effectivement aussi les questions de patrimoine. On a dit bien séparer ce qui est DSP ou pas, mais il y a aussi rationaliser le patrimoine. Comme on dit, des déchets, le meilleur déchet, celui qu'on ne produit pas. Le meilleur patrimoine, celui qu'on n'assure pas parce qu'on l'a pas. Et donc effectivement, essayer de simplifier son patrimoine, de vendre ce qui n'est plus utile, en tout cas d'avoir une gestion patrimoniale en amont pour effectivement limiter son coût d'assurance aux bâtiments qui sont effectivement vraiment à assurer. Et puis là aussi, je reviendrai sur la culture du risque et ce qui en découle, l'auto-assurance, que j'ai commencé par là et donc je bouclerai mon intervention sur ce message-là. Aujourd'hui, le terme d'auto-assurance ne doit plus être tabou. Dans nos budgets, on a des outils qui sont effectivement des provisions pour risque, des lignes de dépenses imprévues. Donc, c'est bien le signe qu'on a en comptabilité des lignes budgétaires pour effectivement anticiper ou stocker des crédits pour faire face à de l'imprévu. Et donc, effectivement, il faut qu'on intègre cette culture du risque
dans nos façons de faire, dans nos façons de travailler, et pouvoir se dire effectivement le risque effectivement n'est pas toujours évitable, même si on fait de la prévention en amont, mais lorsqu'il arrive, on peut assumer de l'auto-assurance, et on va devoir de plus en plus assumer effectivement de l'auto-assurance. Alors, je retiens effectivement, c'est ce que vous disiez, hein, l'idée de faire de ces polices d'assurance, en tout cas de l'enjeu de la question d'assurance, un enjeu transversal, un enjeu fort au sein des collectivités. Et on a vu que ça pouvait se travailler à divers degrés, à divers endroits. C'est ce que vous venez de nous expliquer, parce que c'est pris en compte justement en termes de culture du risque. Néanmoins, c'est aussi ce que l'on concluait lorsque nous avons préparé cette conférence en ligne. Les outils actuels ne permettent pas encore véritablement de gérer ce risque en tant que tel, puisqu'il y avait la notion de risque prévisible, mais l'intensité des événements sont-ils prévisibles? On sait aujourd'hui que justement on est toujours assez surpris par l'impact et les destructions de matériel, d'immeubles, mais pas que, humains aussi. Du coup, ce que l'on énonce, c'est ce qui ressort aussi de vos interventions, c'est cette idée de conscientisation, cette idée de changement de posture côté assureur, côté collectivité. Comment, dans le changement de posture, l'idée qu'il faut coopérer entre les collectivités locales et les assurances et développer cette culture du risque. Alors, je vous propose, dans notre troisième séquence, d'approfondir ces angles-là pour penser demain, comme nous le disions, dans la prospective, apprendre à modéliser aussi nos risques. Vous avez ouvert cette discussion-là, et à développer le partenariat entre assureurs et collectivités pour penser des territoires résilients. Alors, Frédéric Boineau, je vais commencer par vous en vous disant très bien. Alors, que font les assureurs pour changer de posture aujourd'hui? Vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez concrètement nous dire ce qui est mis en place pour accompagner dans cette prévention, pour être dans cette posture aussi de partenariat? Alors, nous, SMAC Assurance, nous travaillons avec Predict, qui lance des alertes météo, des alertes d'anticipation d'événements naturels. Ça, c'est la première chose. Nous travaillons également avec la société Numérisque, qui va aider les collectivités à établir un PCS ou à le retravailler. Voilà, pour pouvoir justement être en adéquation avec les risques. Et aujourd'hui, nous avons une initiative alors qui est commune Maïf Assurance et SMAC Assurance, qui est également une action, une expérimentation pour l'instant. Elle est au stade d'expérimentation, elle va durer pendant une année pour permettre de diminuer l'impact des inondations potentielles sur des bâtiments publics. Je précise que nous travaillons également avec l'IRMA sur les PCS, j'ai oublié de préciser. Est-ce que vous pouvez nous dire en une minute très concrètement en quoi consiste cette expérimentation pour diminuer l'impact? Écoutez, nous allons travailler avec 3 collectivités de petite taille, oui. moins de 3000 habitants. Nous avons sélectionné le secteur de l'Occitanie parce que c'est un secteur qui est assez régulièrement touché par des inondations. Nous allons travailler avec 3 collectivités sur le PCS, sur la protection des bâtiments. Voilà. Nous allons mener cette expérimentation sur une durée de 1 an pour vérifier donc la mise en place pratique de ces systèmes sur la capacité de ce que l'on fait à diminuer le risque inondation. Voilà. Donc aujourd'hui, nous assureurs, nous, SMAC Assurance Maïf, rentrons. Alors oui, c'est vrai qu'on l'a vu, le sondage, seulement 25% sont informés de la prévention. C'est quelque chose que nous souhaitons, nous, en tout cas, inverser pour nos collectivités. Et on va développer de plus en plus d'actions de sensibilisation et de prévention par la suite. Voilà, pour pouvoir coller à la réalité des besoins aujourd'hui, parce que les événements climatiques, alors il y a un chiffre que j'ai pas donné tout à l'heure, mais d'ici 2050, la CCR prédit que le coût des catastrophes naturelles va bondir de 60%. Oui, voilà. Plus que doublé. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, on se doit, nous assureurs, d'avoir
d'anticiper, d'essayer de jouer sur ces coûts par ces travaux de prévention, ces travaux, ces expérimentations. Et aujourd'hui, nous, sur nos contrats, on peut préciser, en effet, l'intervention de notre service prévention sur le contrat qui viendra faire un audit, vérifier un peu la qualité du risque, vérifier l'état du patrimoine, faire un peu le tour de tout ça. Voilà. Donc, merci. Alors, de nombreuses questions arrivent. Je propose de vous donner la parole, Mathieu Lériteau et Fanny Claire, sur cette dernière séquence et de garder, donc très rapidement, hein, et de garder du temps pour, comme toujours, pour nos questions-réponses. Alors, sur cette deuxième séquence toujours, Mathieu Lériteau, vous parliez d'une notion qui est de modélisation du risque, que vraiment, si on souhaite se projeter dans la prospective, on doit apprendre aussi, côté collectivité, à modéliser ces risques. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là en 2 minutes? Alors, et je vais en parler, y compris en répondant à une des questions que j'ai cru Très voir. Bien, vous les voyez, alors. Donc, voilà. Donc, je vais embrayer sur comment on attire un assureur, puisque je ne sais plus comment tu formules la question, mais c'est un peu ça le sens de la question. Donc, d'abord, avant de parler modélisation, on attire un assureur en montrant qu'on a pris en compte le risque. Et donc, il faut effectivement que avant même de relancer son marché, son assureur sortant, on le rencontre au moins une fois par an pour effectivement analyser les sinistres, montrer les politiques de prévention qu'on a mis en place, montrer effectivement les PCS ou tous les documents qu'on a développés pour faire envie. Cette rencontre, elle doit avoir 2 niveaux. Un, soit le DG ou la DG, en tout cas un membre de la direction générale, voire un élu, pour montrer que c'est bien pris en compte au plus haut niveau et que ce n'est pas juste un truc formel, et qu'il y a bien une analyse et une stratégie d'assurance de la collectivité, et aussi accompagné par, en interne, alors si possible, mais ça je parle pour les grandes collectivités, un expert aussi en assurance, et donc avoir un service assurance, et pour que les assureurs aient un interlocuteur qui a le même langage et qui donc connaissent à peu près les règles du droit des assurances. Donc un enjeu, et 2, effectivement, des professionnels. Et dans cette rencontre, effectivement, il faut effectivement améliorer cette modélisation. Et une modélisation prospective, puisque effectivement, on vient de le dire à l'instant, le risque climatique va exploser, va continuer à exploser. Et donc, effectivement, il ne faut pas se baser sur les anciens risques ou les anciennes analyses de risque, mais bien être prospectif. Et par exemple, encore une fois, pour moi, sur mon territoire, sur les crues, plutôt que c'est ça l'enjeu, effectivement, on n'a plus les mêmes, avec les barrages en amont, etc., on n'a plus les mêmes mouvements des rivières et des fleuves. Et donc, comment, effectivement, on anticipe les choses. Et donc, effectivement, il faut améliorer la modélisation. Donc, Frédéric Boineau l'a mentionné aussi sur, effectivement, les différents outils qui existent au niveau national, et que ce soit effectivement le BRGM ou d'autres structures de recherche, mais les associer pour effectivement modéliser le risque. Et un dernier point, et après je cède la parole, c'est l'enjeu, effectivement, je reviens sur cette auto-assurance et sur aujourd'hui, faut-il ou non créer un fonds de mutualisation et un fonds commun des collectivités sur un peu le modèle peut-être de l'indemnisation catastrophe naturelle. C'est un sujet qu'on souhaite ouvrir, nous, côté du syndicat, pour mutualiser, effectivement, ces risques naturels à l'échelle de toutes les collectivités, petites et grandes, littoral, montagne, etc. Merci. Alors, je vais revenir sur les outils et notamment les documents les plans de prévention adaptés avec vous, Fanny Claire. Et on va en profiter pour, vous allez répondre aux questions, pas moi, pour répondre à 2 questions. Je ne sais pas si vous les avez vues, à savoir la première, est-ce que le plan communal de sauvegarde ne peut pas être un bon outil de prévention des risques? Et le fait que le PLU indique de manière imprécise les zones impactées par un phénomène de risque majeur. Toutefois, les nouvelles connaissances sur les aléas font apparaître des dangers qui menacent les constructions anciennes. Doit-on les démolir? Alors, sur le plan communal de sauvegarde, à mon sens, en effet, ça recense les risques majeurs, mais on est peut-être plus sur un document qui est sur l'organisation des secours et de la mise en sécurité des populations, à mon sens. Sur le PLU,
vous pouvez parfaitement avoir un diagnostic qui est réalisé à une échelle très fine. Je rappelle qu'un PLU est réalisé à l'échelle communale. Donc, l'analyse du risque peut être très fin à partir du moment où vous avez les études qui sont suffisantes et qui, à l'échelle parcellaire, identifient le risque en question. Il me paraît compliqué d'aller jusqu'à imposer la démolition d'une construction. Par contre, il peut être tout à fait envisagé de limiter les extensions ou les nouvelles constructions sur ces terrains, donc visés par un risque fort, quel qu'il soit. Voilà sur la question du PLU. En réalité, le PLI il est plus ou moins précis en fonction du diagnostic qui est réalisé sur le territoire. Si la collectivité souhaite mandater des bureaux d'études spécialisés dans la reconnaissance des risques et dans la façon dont il faut traiter ces risques, je parle toujours en termes d'aménagement et de constructibilité, le PLU pourra être précis puisqu'il se basera sur en réalité une étude qui est précise, fondée avec un risque avéré. Voilà. Je voyais aussi la question des codes de seuil planchers. Oui. Vous l'avez en effet dans tout ce qui est plan de prévention des risques naturels, inondations. La majorité des documents de l'État l'intègrent déjà, à savoir qu'en fonction de la situation de la construction, que ce soit en zone rouge ou en zone bleue, on a des usages qui sont autorisés, donc qui peuvent être traduits en termes de destination pour les PLU. Et en effet, il y a des codes de seuil qui sont imposés, notamment lorsque la construction accueille une population enfin voilà, pour de l'habitation ou en tout cas pour une activité qui nécessite à des personnes d'y vivre ou d'y dormir, pour simplifier un peu les choses. Donc ça, ce sont les codes de seuil, c'est déjà quelque chose qu'on retrouve dans l'ensemble des documents étatiques liés au risque inondation. Merci. Allez-y, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je pense que j'ai à peu près, en tout cas, oui. J'espère, répondu à ces deux questions. Alors, je regardais, hein, c'est pour ça les questions arrivent, mais vous les voyez également. Alors, je vais en poser une première, peut-être plus ponctuelle et destinée à vous, Mathieu Lériteau, j'imagine, mais pas que. Hein, et puis, on va prendre le temps ensuite de répondre aux autres qui vous impliquent tous les trois. Êtes-vous sûr, Mathieu Lériteau, que les règles de comptabilité publique permettent de provisionner pour les risques climatiques? Alors, sur la question effectivement des provisions pour risque, on n'évoque pas effectivement le type de risque, mais lorsqu'on crée effectivement un bâtiment, on a naturellement des règles d'amortissement, mais effectivement, il est possible, alors ça c'est les évolutions et la M57 qui viennent se généraliser à l'ensemble des collectivités renforcent ces logiques effectivement de provision, et il est possible de créer effectivement des outils de provision. Il n'y a pas d'obligation, mais effectivement, les collectivités peuvent créer ces outils et on a une incitation à renforcer effectivement les outils de provision pour risque, pour aléa dans nos outils budgétaires. Mais il n'y a pas d'obligation. Oui, on vous demande à tous les trois si la compétence GEMAPI n'était pas non plus une solution, n'était pas aussi une solution sur ces enjeux. Sur la précédente question, je rajouterais même que en termes de provision par rapport au sinistre, le montant de franchise que vous pouvez prendre sur un contrat pour tout événement, c'est déjà un certain provisionnement que vous faites. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous seriez prêt à supporter sur un dossier en termes de charge sinistre? Est-ce que si vous avez une franchise de 20 000, 30 000, 50 000 euros, c'est quelque chose que vous pouvez autofinancer. Ça fait partie de cet autofinancement, voilà, pour nous. Voilà. Alors, sur la question de la compétence GEMAPI, est-ce que la compétence GEMAPI est aussi une solution?
Alors, pour moi, c'est pas une solution. Enfin, c'est une obligation de fait pour toutes les collectivités effectivement concernées. Et aujourd'hui, la seule question qui se pose à la Convention GEMAPI, c'est comment on finance la politique effectivement. Alors, de prévention des inondations, parce que c'est plutôt le pays qui nous intéresse là que la partie gestion du milieu aquatique dans notre conférence d'aujourd'hui, effectivement, c'est comment on le finance et faut-il lever ou non la taxe pour là aussi se donner des ressources pour ça. Mais c'est indépendant effectivement d'une politique d'assurance telle quelle. Par contre, là où il y a un vrai enjeu de la politique, de la conséquence GEMAPI, c'est que pour les collectivités qui ont ou qui vont récupérer là dans quelques semaines les digues domaniales ou non domaniales transférées par l'État, l'État a clairement indiqué que même s'il restait propriétaire de ces digues, il ne s'assurerait pas et que c'était aux collectivités de les assurer. Et là, on a un vrai enjeu financier de quel est le coût d'une rupture de digue et juridiquement, même si donc là aussi les décrets sont parus hier ou avant-hier, je ne sais plus, l'État se défausse sur les collectivités et dit effectivement c'est à vous de vous assurer, quel que soit le coût, quel que soit le risque. Et ça, là par contre, pour moi, je trouve qu'il y a un vrai scandale de la part de l'État de se désengager de cette question d'assurance, tout en nous disant derrière, oui, mais il y a le fonds Barnier qui pourra intervenir, mais là, on a un désengagement qui est inacceptable. Alors, je ne sais pas, Fanny Claire, sur cet enjeu GEMAPI, si vous souhaitiez intervenir, sinon je vais vous poser les autres questions. Je pense que Monsieur Lériteau a répondu à la question. En effet, la compétence GEMAPI aujourd'hui pose peut-être un peu plus de problèmes qu'elle ne résout D'accord. de solutions. En tout cas, c'est ce qu'on entend de nos clients. D'accord. Alors, lorsque un auditeur ou une auditrice nous dit on a réalisé les PCS, les digues, les barrages sont en cours de restauration, depuis plusieurs années, des études de danger connues. L'assureur est pourtant parti depuis 2018 avec la prise de compétence GEMAPI. Justement, on en revient. Comment les faire revenir? Je vais vous en poser 2-3 à la suite sur cet enjeu parce qu'il y a vraiment cette question de la relation entre l'assureur et la collectivité locale et c'était au cœur de cette troisième séquence. C'est comment on travaille ensemble à la solution. Et a priori, les collectivités ont du mal à faire revenir les assureurs. Donc, il y avait cette première question. Il y avait également celle qui nous dit comment convaincre un assureur lors d'un appel d'offres quand une collectivité n'a pas eu de sinistre lié au risque climatique et a un bon état de sinistralité. Dans notre cas, nous n'avons pas eu de réponse sur le volet DAB lors de notre appel d'offres. Et la première question qui avait été posée d'ailleurs tout à l'heure, comment se fait-il que certains assureurs ne répondent pas aux consultations car tout simplement, elles n'avaient pas été retenues, tenus par un assureur, dans le cadre des précédentes procédures. Est-ce un argument entendable? Voilà. Comment est-ce qu'on peut faire retenir les assureurs? C'est un petit peu, voilà, et comment travailler ensemble. C'est ce que j'entends aussi, puisqu'a priori, quand on est dans cette démarche en tant que collectivité de prévention, d'application des documents de planification que Fanny nous expliquait tout à l'heure, quand même, on a une difficulté d'assurabilité. À tous les trois, je vous pose la question à tous les trois, il nous reste 8 minutes. Alors, tout d'abord, SMAC Assurance, nous avons demandé, ça fait maintenant plus d'un an, une commission sur l'assurabilité des collectivités. Parce qu'aujourd'hui, avec la multiplication des événements, que ce soit climatiques ou émeutes, incendies, enfin tout ce que l'on peut avoir, il devient compliqué pour nous d'avoir une réponse assurantielle. C'est vrai que on devient assez rare sur le marché des collectivités, Monsieur Lériteau, je ne sais pas, vous le confirmeriez peut-être, à apporter une réponse. Et aujourd'hui, SMAC Assurance a fait le choix de répondre en priorité à ces sociétaires qui étaient déjà en portefeuille, donc où le contrat a arrivé à terme, pour ramener une réponse.
et a répondu sur quelques dossiers de prospects, entre parenthèses. Je crois que nous avons eu environ un peu plus de 3000 dossiers de demandes d'appel d'offres. Nous ne sommes pas, nous, dimensionnés pour répondre à autant. C'est pas possible techniquement, humainement. Et c'est vrai que certains dossiers n'ont pas été retenus. Alors, pas retenus peut-être du fait de l'importance du patrimoine à assurer. On en parlait encore tout à l'heure, parce que voilà, on ne peut pas, ou il y a une sinistralité qui aujourd'hui ne permet pas de rentrer chez nous. C'est pour ça que parfois il y a eu des lots non retenus. Voilà. Je vais passer la parole à Fanny Claire. Qu'est-ce que ces questions vous inspirent et quels conseils vous donneriez? Alors, je ne sais pas si la pratique que j'ai au quotidien de l'outil juridique me permet de répondre concrètement à cette question, mais je trouve intéressant quand même de relever que dernièrement, le législateur, j'ai l'impression, a inversé la responsabilité, puisque aujourd'hui, on sait que c'est l'État et les collectivités qui sont responsables du défaut de prévention des risques naturels. Et avec la loi climat et résilience, et notamment pour le risque de recul du trait de côte, il va y avoir un zonage qui va être établi pour les communes littorales qui sont sur la liste d'un arrêté et donc qui sont visées par ce risque. Et sur les zones soumises à un risque à horizon 30 et 100 ans, on demande aux administrés et en réalité aux propriétaires des terrains qui vont construire d'être en mesure de provisionner la somme nécessaire à la démolition future lorsque le risque se concrétisera. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que on inverse le raisonnement, à savoir que jusqu'à aujourd'hui, c'était les collectivités et l'État qui étaient responsables. Et là, aujourd'hui, on commence à avoir certains outils, en tout cas celui-ci, où en réalité, c'est l'administré, le citoyen, qui est conscient du risque et qui va au bout, mais qui en assumera les conséquences. Voilà simplement le petit point et la petite parenthèse. Je trouve intéressant de faire. Oui, merci absolument, parce que c'est une évolution aussi dans l'appréhension de ce sujet. Mathieu Lériteau, je vais aussi vous repasser la parole sur les questions qui ont été posées dans cette relation entre l'assureur et la collectivité locale, mais je voudrais quand même prendre les deux dernières. On nous dit qu'il manque quand même l'obligation dans toute cette législation, dans toute cette normativité, et peut-être Fanny, vous aurez un mot à dire là-dessus, sur l'idée de créer des voies nouvelles ou des moyens sécurisés pour l'évacuation des populations. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé là de dommages aux biens, mais il y a l'impact humain et sur les populations. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui existe? Il nous reste 3 minutes. Et une question très précise, certains risques climatiques très possibles et complexes en termes de prévention, on ne peut pas les gérer en termes de prévention, notamment pour la grêle pour un syndicat d'énergie, qui en a la délégation de compétences d'éclairage public. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là pour ces risques climatiques qui sont difficilement, sur lesquels la prévention est quelque chose de très difficile aujourd'hui? C'est quoi la bonne posture, la bonne action? Et ça sera à chacun votre mot de conclusion. Alors, je vais plutôt revenir sur les questions précédentes et donc effectivement pour ceux qui me connaissent, je ne pratique pas beaucoup la langue de bois. Et donc aujourd'hui, on a effectivement un problème, c'est la réduction du nombre d'assureurs. Et qu'on avait eu des candidats et des assureurs parfois étrangers d'ailleurs, qui étaient venus sur le marché des collectivités locales, qui en sont repartis pour 2 raisons principales. 1, elles n'ont pas trouvé une rentabilité suffisante. Et deuxièmement, elles sont heurtées à un décalage entre le code des assurances et le code de la commande publique, où effectivement nos marchés pluriannuels avec des plafonds d'indexation n'étaient pas compatibles effectivement avec les pratiques assurantielles, où effectivement 6 mois avant la fin du contrat, on reçoit son nouvel avis d'échéance, et donc là on avait un conflit juridique qui fait que certains assureurs effectivement ont replié leurs moyens et ont quitté le monde des collectivités. Donc aujourd'hui effectivement il reste
un assureur principal, donc la SMAC, qui, et je le confirme, va pas pouvoir tout assurer, et va pas pouvoir tout assurer pour deux raisons. D'une part, parce que effectivement, ça a été exposé, ils n'ont pas forcément les moyens pour le faire. Mais aussi, c'est que pour eux, si sur un même territoire, ils doivent assurer les collèges du département, les écoles de la commune, les lycées de la région, et qui vont subir potentiellement le même risque naturel de tempête, inondation, etc., comme on veut, effectivement, c'est plus un risque puisqu'effectivement, ils doivent assurer tout le monde, et ça, c'est ingérable. Donc là, on a effectivement un problème. Donc juste. Non, oui, parce qu'il faut qu'on conclue. Et j'aurais aimé que pardon. 30 secondes, les autres intervenants puissent conclure également. Merci. Dans ce cas-là, je m'arrête. Voilà. Désolé, il est 11h59. Merci à vous, Mathieu. Frédéric Boineau et Fanny Claire, sur les questions qui ont été posées, en vraiment 30 secondes, est-ce que quel serait votre retour ou votre conseil sur ces relations que Mathieu vient aussi d'expliciter, sur ces relations entre assureurs et sur les deux questions plus précises que je viens de poser? Oui, alors sur la question de monsieur sur le problème de l'assureur qui est parti depuis 2018. Oui. Mais oui, en effet, j'en ai payé des candélabres suite au grêle. Malheureusement là-dessus, j'ai pas forcément de réponse à apporter là-dessus, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Alors peut-être que, et ma réponse ne me plaira peut-être pas, mais peut-être qu'il faut prévoir en auto-assurance, enfin, entre guillemets, cette solution sur cette partie éclairage. Mais là, j'ai pas de réponse prévention à donner là-dessus. Mais voilà, c'est la concrétisation de notre séquence, c'est-à-dire que la solution, elle est à trouver en partenariat, en réflexion et dans la posture aussi. Au-delà des outils qui existent aujourd'hui. Fanny Claire, un élément pour conclure sur ces questions, vraiment 30 secondes, puisque nous avons déjà dépassé le temps. Non, mais je peut-être répéter un petit peu, mais en effet, le document de planification est un outil de politique de prévention qu'il ne faut pas négliger, et chaque élu doit se saisir justement de ce travail, et il faut, je pense aussi, que les collectivités soient conscientes du budget qu'il faut allouer quand on établit ce type de document pour qu'il soit réellement exhaustif et qu'il recense les risques de façon actualisée. On ne peut pas se contenter aujourd'hui de reproduire des plans de prévention des risques naturels établis par l'État il y a 15 ou 20 ans, même il y a 10 ans, c'est-à-dire que c'est plus du tout actualisé et que ça ne retranscrit pas la réalité en cas d'aléa. Voilà, donc ça c'est le mot de la fin. Je me rabâche, mais je pense qu'il faut aussi que les collectivités l'entendent. Sur les voies, bien évidemment qu'il y a une grosse problématique pour les personnes qui élaborent les documents d'urbanisme, puisqu'on sait que les compétences sont partagées en fonction des voies qui sont créées, mais il y a toujours une obligation pour l'auteur du document de planification d'établir un secteur ou les secteurs urbanisés où sont autorisées les nouvelles constructions en fonction bien évidemment de la desserte et de l'accès des terrains par les services de secours, notamment. Voilà. Merci. Nous le confirmons, nous l'avions évoqué lorsque nous préparions cette conférence en ligne. On ouvre le sujet, il est vaste et il y aurait encore beaucoup à dire. Donc, je m'excuse de vous avoir interrompu dans vos réponses. Il fallait tenir le temps et je crois que nous aurons l'occasion de reprendre cette question de l'assurabilité des collectivités, des territoires dans d'autres échanges. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin du temps qui nous était imparti pour cette visioconférence. Nous y mettrons un terme à l'instant. Pour tous ceux qui n'auraient pas reçu réponse à leurs questions, notamment celles d'ordre juridique, je vous invite à vous connecter sur le service VK Ligne Expert pour obtenir réponse. Je remercie une nouvelle fois nos trois intervenants, Fanny Claire, Frédéric Boineau, Mathieu Lériteau et SMAC l'assurance. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci.